les enfants. Est-ce que ça tourne, les amis? Oui, ça tourne. C'est bon? Bonsoir et bienvenue dans le monde merveilleux des affaires. Ce soir, les équipes de Cash vont vous révéler l'une des techniques les plus inavouables du marketing moderne. Ça s'appelle le neuromarketing. Le but est simple, envoyer directement à nos cerveaux des informations pour nous pousser à acheter sans même en prendre conscience. Si je vous dis qu'il y a des grandes entreprises qui, pour vendre leurs produits, mènent des expérimentations directement sur le cerveau des clients. Bien sûr que ça me choque, mais ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas. On place des clients dans des IRM, on leur présente des images, des odeurs, des choses comme ça, et on scrute les zones du cerveau qui s'activent. C'est un moyen de nous faire acheter plus, enfin, je veux dire, tous les moyens sont bons. Ça choque qu'on puisse scruter le cerveau des gens pour leur imposer certains besoins. Ça m'attriste en fait. On dit qu'on se trompe complètement de chemin. Et donc il faut être un peu conscient de cette influence pour ne pas être pris au piège. Regardez bien le document qui suit, vous risquez de ne plus jamais aller faire vos courses de la même manière. Voici notre enquête inédite sur ces marques qui scrutent dans le moindre détail les réactions de nos cerveaux pour mieux nous influencer. Moi, je suis Marie. Je suis une femme libre. Ma vie, je la mène comme je veux. C'est pour ça que j'ai choisi la gamme de produits Cash. Leur crème pour la peau, je ne peux plus m'en passer. Cette sensation quand je l'applique, c'est un vrai plaisir. Quand je rentre de la salle de sport, je m'arrête souvent chez Cash Burger. J'adore leur odeur de pain doré. Et à l'intérieur, je me sens si bien. Mes billets de train, je les réserve sur Cash Voyage. Il y a plein d'images qui me donnent envie d'acheter un aller-retour pour le soleil. C'est comme ma banque. J'ai changé il n'y a pas longtemps pour Cash Crédit. Du coup, j'ai fait un prêt pour les dépenses de mes enfants. Moi, je suis Marie et je suis une femme libre. Les produits Cash, parce que je le veux bien. Hé, Marie, vous croyez vraiment être une femme libre ? Savez-vous que l'odeur du fast-food est conçue pour vous procurer un maximum d'émotions? Les images du site de voyage, elles, sont calibrées pour déclencher vos envies. Le slogan de la banque est spécialement façonné pour jouer sur vos peurs. Et votre crème, elle est étudiée pour allumer la zone du désir dans votre cerveau. Vous ne vous êtes rendu compte de rien. C'est normal. Tout ça est désormais calculé à l'aide des dernières technologies issues des neurosciences, comme l'IRM ou l'électroencéphalogramme. Cette nouvelle technique de vente a un objectif, contrôler votre cerveau. Son nom, le neuromarketing. Mais, chers consommateurs, vous ne devez pas être au courant. Le neuromarketing, c'est le grand tabou des entreprises du 21e siècle. Allez, actionnez vos neurones. Nous allons vous faire découvrir les secrets les mieux gardés des grandes marques que vous connaissez bien. Exceptionnellement, une société de marketing accepte de nous révéler comment la grande distribution étudie votre comportement pour vous pousser à acheter. Nous avons rendez-vous dans le centre de Paris. Un immeuble, tout ce qu'il y a de plus classique. Oups, c'est notre étage. Sur la porte, il y a ce panneau plutôt inhabituel. Et à l'intérieur, non, pas un 5 pièces haussmannien, mais un supermarché. Nous, on appelle ça un magasin expérimental. Et c'est dans ce type de magasin qu'on va demander aux gens de faire des simulations d'achat qui vont nous permettre d'étudier leur comportement. Eric Singler travaille pour la société d'études de marché BVA. Ses clients, des marques bien connues de notre quotidien, testent ici leurs nouveaux emballages et leur emplacement dans le magasin. Depuis son poste, Eric Singler scrute le moindre mouvement des consommateurs lancés dans les rayons. Ils sont recrutés dans la rue, tout simplement, en bas de l'immeuble.
on les équipe d'une étrange paire de lunettes à 20 000 € pièce. Sous la forme de points rouges, les lunettes enregistrent chaque mouvement de pupille à la milliseconde près. C'est ce que l'on appelle un eye tracker. On peut voir là, son processus de décision, là on voit qu'elle est en repérage. Elle cherche une zone ou un produit qui l'intéresse. Ça y est, elle a repéré. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle nous un achat direct, c'est-à-dire qu'elle n'a rien vérifié. Nous aussi, nous avons mis les lunettes. Tout à coup, on a l'impression d'y voir plus clair. Elles permettent de savoir précisément quels éléments vont déclencher les pulsions d'achat, à notre insu. En analysant le regard et la direction qu'il prend, vous analysez l'intérieur du cerveau, en quelque sorte. Ces outils permettent de dépasser le discours pour mieux comprendre comment fonctionne le cerveau humain et comment les individus prennent leurs décisions. Par exemple, dans quelle mesure cette forme de cuillère dans la purée, cette couleur, ce dessin ou ce visuel de la purée va capter mon attention. Donc là, on va être beaucoup moins à même d'expliquer ces éléments qui jouent sur notre décision, mais un stade qui est amont de la conscience. Jouer sur votre inconscient pour vous pousser à acheter, voilà le but de ce nouveau marketing high-tech. Tout cela nous fait penser à un mot qui, comme marketing, commence par un M. Manipulation. Vérifions dans le Larousse. La manipulation est l'action d'orienter la conduite de quelqu'un, d'un groupe, dans le sens qu'on désire, et sans qu'il s'en rende compte. Sans qu'il s'en rende compte. Voici justement le nouvel outil de BVA, le premier instrument de neuromarketing développé en France, l'électromyographe. Son inventeur, c'est Olivier Droulers, chercheur en neurosciences. Nestlé et L'Oréal ont déjà signé pour tester leur pub avec cet appareil. C'est totalement inconscient, mais lorsque vous regardez une publicité, vous recevez des milliers d'informations qui agissent directement sur votre cerveau. Elles provoquent des émotions que vous ne soupçonnez même pas. Ces électrodes sur le visage et les doigts permettent de les traquer. Donc il y a un premier muscle ici qu'on appelle le zygomatique. Donc c'est le muscle du sourire. Même si bien sûr elle ne sourit pas, on va pouvoir détecter une bouffée électromyographique. Là, le corrugator, c'est un muscle qui est activé quand on est plutôt dans une émotion négative. L'intérêt de cette méthode, c'est d'être sur des émotions qui sont subtiles, discrètes et souvent non conscientisées. Vous allez comprendre l'importance du subconscient dans le marketing. Démonstration avec une pub McDonald's pour un tout nouvel hamburger qui dépote. Oh, il est mignon! Et puis, toujours flûte! Oh, tu sais que t'es beau, toi! Une sauce au tabasco, un pain parsemé de paprika. Nouveau Red Chili Pepper, sauce au tabasco. Les réactions de cette consommatrice cobaye sont retranscrites sous forme de courbes. Alors là, c'est plus qu'une bouffée, là, ça sature presque. C'est très bon signe. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une émotion positive, forte. À l'issue du test, Olivier Droulers interroge la consommatrice. À quel moment, selon elle, a-t-elle ressenti le plus d'émotions? Oh, il est vraiment mignon. Bah moi, c'est là. Là? Ouais. En fait, c'est plutôt au moment où on a présenté les hamburgers. Ah oui? Voilà, c'est-à-dire qu'avant, il y a un peu d'émotion, mais là où il y a vraiment un pic, c'est au moment de la présentation du pack shot. Le pack shot. Et là, la présentation du produit. Très haut. C'est à cet instant que la consommatrice était dans tous ses états. Un pic d'émotion. Je suis un peu surprise, parce que c'est pas cet aspect-là qui me fait... Enfin, vraiment, je trouve que c'est plus sur l'aspect du jeu des personnages, quoi. Je pensais pas que c'était la marque qui m'influençait, quoi. Cette influence n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail sur nos cerveaux dès le plus jeune âge. Nous le constatons en nous rendant dans une école parisienne pour une petite expérience. Bonjour! Alors, je vais vous montrer des panneaux. Dessus, il y a des choses écrites. Quand vous ne reconnaissez pas, vous me dites « on ne sait pas ». Et quand vous reconnaissez, plus vous criez fort le nom de ce que vous reconnaissez. D'accord? C'est compris? Alors, c'est parti. Les enfants de cette classe n'ont pas plus de 5 ans. Ouais, bien, super.
Ouais. Ah, ok. Ça. Non? Ok, attention. Jusque-là, rien de surprenant. Et puis... Téléphone. Ouais. Ok. Et maintenant, encore plus fort. C'est là où on va? Manger. Comment McDonald's peut-il avoir un tel impact sur des enfants de 5 ans? Un simple test devant un restaurant de l'enseigne nous donne la réponse. Qui c'est qui a choisi d'aller chez McDonald's? C'est les enfants. Les gosses. Les enfants? Pourquoi il aime ça, le petit? Parce qu'il y a le jouet dedans. C'est tout, c'est juste le jouet. Généralement, il ne mange pas, il s'occupe de son jouet. Chaque fois qu'il y a un nouveau jouet, on essaye d'aller à McDonald's. Combien 3 enfants, ça fait toujours 3 jouets? Certainement pour le cadeau, je pense pas qu'il mange grand-chose. Hein. Voilà. Notre enfant, il fait une colère parce qu'on va pas chez McDo. Parce qu'on va pas chez McDo. Regardez, voilà, alors là, il pique une grosse colère. Allez, bien, on y va. La voilà, l'arme d'attraction massive de McDonald's, le jouet. Ça n'a l'air de rien, mais ça rapporte gros. Nous nous sommes procuré un document confidentiel d'une coopérative américaine de propriétaires de McDonald's. Il révèle que 95% des familles qui vont chez McDo s'y rendent sous l'influence de nos garnements. Au jeu du chat et de la souris, vous allez le voir, les enfants ont peu de chances d'échapper à McDo. Car l'enseigne a tout prévu pour incruster durablement la marque dans leur esprit. L'homme qui a introduit pour la première fois les jouets chez McDonald's accepte de nous recevoir. Pour le rencontrer, nous partons au fin fond des États-Unis, sur les routes poussiéreuses de l'Arizona. Bon, c'est vrai, au début, on s'est un peu perdu. Et puis, on l'a trouvé, sur le pas de son ranch. Avant de se retirer avec sa femme et ses chevaux, Roy Bergold était à la tête de la publicité de McDonald's Monde. Une carrière de 30 ans au service du géant des fast-foods. J'ai commencé en 1969. C'était il y a longtemps. À l'époque, on n'avait que 600 restaurants aux États-Unis et aucun autre dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans à peu près 140 pays. Et moi, j'ai lancé McDonald's dans 100 pays. Pour la première fois, l'homme qui connaît tous les secrets de la multinationale accepte de parler cash devant une caméra. Il ne renie rien des méthodes qui ont permis à McDonald's de devenir l'une des marques les plus riches au monde. Il nous révèle pourquoi Ray Kroc, le fondateur de l'entreprise, a choisi d'attirer les enfants. Si vous pouvez attirer un enfant à 4, 5 ou 6 ans chez McDonald's, il va probablement continuer à venir quand il sera adolescent, puis adulte. Et puis, il viendra avec ses enfants. Donc, Ray a toujours dit, si vous avez $1 à dépenser dans le marketing, dépensez-le sur les enfants. Le jouet fut la première étape d'un programme marketing complet ciblant les enfants, avec un ambassadeur, le clown Ronald McDonald. Dans les publicités, les restaurants, les écoles, il accomplit sa mission. Associer McDo à une émotion positive pour incruster la marque dans l'esprit des futurs consommateurs. De cette manière, ce n'est pas une publicité classique. Vous ne dites pas aux enfants de faire quelque chose. Vous délivrez simplement un message qui est important pour eux, leurs parents et leurs professeurs. Désormais, Ronald se fait discret. Voici le Happy Meal. Nouveau personnage, nouveau succès. McDonald's, c'est 47 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On plante l'idée de fast-food McDonald's dans leur esprit. Et cela se traduit par « j'ai faim, je veux quelque chose de rapide ». C'est McDonald's. Et c'est de la vente et c'est comme ça que ça marche.
Ça, ce sont les muscles du marketing. On sait que si l'on peut être le numéro 1 dans l'esprit des gens, en d'autres mots, s'ils peuvent dire « j'ai faim, McDonald's », ça c'est génial. Ça va rapporter énormément de business. Donc on croit vraiment dans le pouvoir du marketing et que l'on peut ainsi dominer la conscience des consommateurs. Un peu plus à l'ouest de l'Arizona, San Francisco. C'est une grande première. Ici, une plainte a été déposée contre McDonald's pour l'utilisation de cette stratégie marketing. À son origine, une mère de famille de Sacramento, en Californie. Monette Parham a 2 petites filles de 4 et 8 ans et une collection de gadgets récoltés au fur et à mesure de visites dans la chaîne de fast-food. Depuis de longs mois, elle a engagé ce bras de fer judiciaire avec McDo. Elle demande à la marque d'arrêter d'influencer les enfants avec leurs cadeaux. Je pense que c'est dégoûtant. Ils utilisent tous les moyens qu'ils peuvent pour appâter les jeunes enfants. Comme ça, ils les accrochent et en font leurs consommateurs à vie. Mais vous ne pouvez pas dire non. C'est votre devoir de mère. Absolument. Et je dis non tout le temps. Je dis non tout le temps. Mais je ne veux pas qu'ils soient imprégnés par ce marketing qui leur dit « Hey, c'est cool, tu devrais manger ce menu car tu auras un jouet et ils ont tout le gras, tout le sucre et le sel qui va avec. » Ça façonne leur comportement à cet âge. Il n'y a rien à craindre, la preuve, il y a une Barbie avec. Vous savez, les enfants n'ont pas la compréhension suffisante pour prendre la bonne décision pour leur santé. Donc je dois le faire pour eux et dire à McDonald's « Arrêtez de parler à mes enfants ». Monette Parham n'est pas seule dans ce combat. Avec elle, aux États-Unis, de plus en plus de personnes accusent McDonald's de profiter de la vulnérabilité du cerveau des enfants. D'ailleurs, la ville de San Francisco interdit désormais à l'enseigne d'offrir des jouets dans ses Happy Meal. Des élus de New York réclament la même décision. À l'université de Stanford, un pédiatre prouve l'impact de ce marketing sur les tout-petits. Pour cela, Tom Robinson a mené une étude édifiante. Il a déposé des frites dans un emballage McDo et dans un emballage sans marque. Il les a ensuite fait goûter à une 60aine d'enfants et voici ce qu'il a découvert. L'immense majorité des enfants préféraient la nourriture labellisée McDonald's. Même si la nourriture était la même, celle dont ils pensaient qu'elle venait d'un McDonald's avait pour eux un meilleur goût. Ce n'est pas seulement qu'ils en voulaient plus. Pour eux, elle était vraiment meilleure. Eh oui, chers parents, difficile d'éduquer vos rejetons. Lorsqu'une marque rend la tâche encore plus dure en façonnant leur goût dès l'âge de 3 ans, au point de leur faire préférer ses propres produits à tous les autres. Cette illusion, les grandes marques la créent en pénétrant profondément la partie avant de votre cerveau, le cortex préfrontal. Cette découverte est le fruit du travail du chercheur américain Samuel McClure. Depuis quelques années, il scanne des consommateurs placés dans des IRM. IRM pour imagerie par résonance magnétique. Cet aimant géant détecte l'afflux de sang dans les parties du cerveau qui s'activent. Vous allez vous allonger et rentrer jusqu'à mi-taille. Nous mesurons l'activité cérébrale. Donc ce qui est important, c'est de ne pas bouger. En 2004, Samuel McClure mène une expérience qui donne naissance au neuromarketing. À l'intérieur de l'IRM, les cobayes goûtent du Coca et du Pepsi. Sans connaître le nom des boissons, à l'aveugle, une majorité des personnes préfèrent le Pepsi. Mais lorsque le nom des marques est révélé, les 3/4 préfèrent le Coca. Dès lors que la marque entre en jeu, les activations du cerveau changent complètement. Le cortex préfrontal s'active et domine les structures basiques du goût.
Cela agit très fortement et vous fait croire que vous aimez encore plus le produit. En s'incrustant dès notre plus jeune âge dans notre cerveau, une marque comme McDonald's peut donc nous rendre accros à ses produits. J'ai faim, je veux quelque chose de rapide. C'est McDonald's. Mais la multinationale ne s'arrête pas là. Pour nous influencer, elle va encore plus loin. Au cours de notre enquête, nous découvrons que McDonald's a expérimenté sur des cerveaux de consommateurs des odeurs artificielles. Nous réussissons à joindre l'un des responsables de cette étude confidentielle. À condition de rester anonyme, il accepte de nous la dévoiler. Écoutez bien, ceci n'est pas de la science-fiction. On a placé des consommateurs de cette marque dans un appareil pour scanner leur cerveau et on a mesuré leur réponse émotionnelle face aux odeurs. Ce projet est encore en phase de test. Mais la marque est très intéressée. Est-ce que l'odeur a été diffusée dans certains restaurants? Ça a été diffusé avec succès dans certains restaurants en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne. Mais comment sait-on que c'est un succès? Ils ont fait des tests dans ces restaurants et ils ont constaté une amélioration de 7% de la perception de la marque. Maintenant, ils sont en train de voir comment ils peuvent l'appliquer globalement. Un document sur lequel nous avons mis la main détaille cette étude. Il précise que si l'odeur est trop manifestement diffusée dans les restaurants, les pensées rationnelles prendront le dessus et le subterfuge perdra de son efficacité. Lors de ces tests, McDonald's aurait donc discrètement inclus l'odeur dans ses produits de nettoyage, afin qu'elle se dégage subtilement sans que les consommateurs n'en prennent conscience. Aujourd'hui, de nombreuses expériences prouvent qu'une odeur qui provoque une émotion positive augmente les ventes. Le géant de la grande distribution Procter & Gamble, par exemple, introduit une odeur artificielle sous le couvercle de ses boîtes de lessive, pour sa marque, Ariel notamment. Grâce à cela, les ventes de ces produits auraient augmenté de 70%. Ces techniques, Martin Lindström les connaît par cœur. Ce Danois est sans doute le plus connu des consultants en neuromarketing. McDonald's fait partie des entreprises qu'il conseille. L'odeur est le seul sens que nous avons qui outrepasse la partie rationnelle de notre cerveau et qui va directement dans la partie émotionnelle. Et même si je vous dis que c'est une odeur manipulée, vous ne pourrez pas vous dire « Hey, je ne veux pas être influencé », car elle va directement dans la partie émotionnelle. Et le filtre de votre raison ne peut pas vous dire « Ne sois pas influencé par ça ». Nous devinons ce que vous vous dites. Désormais, vous ne regarderez plus les employés de McDonald's de la même manière. En expérimentant sur des cerveaux de consommateurs une odeur capable de les pousser à acheter plus, l'entreprise respecte-t-elle la charte de ses valeurs? Car sur son site internet, la multinationale affirme: nous nous conformons aux plus hauts standards de justice, d'honnêteté et d'intégrité. Nous contactons McDonald's. L'entreprise refuse de s'exprimer. En 3 courriels successifs, elle nie et affirme: McDonald's n'a jamais conduit d'études de neuromarketing. Ah bon? Mais nous avons retrouvé la société qui a placé des consommateurs dans des IRM pour la chaîne de fast-food. Elle est basée à Londres. Son nom, Neurosense. Sur son site internet, parmi ses principaux clients, la marque Unilever, ou GSK, un labo pharmaceutique, et McDonald's. La société est dirigée par Gemma Calvert. Son travail consiste à s'assurer qu'un produit, une publicité ou une odeur activera dans le cerveau du client ce que l'on appelle le circuit de la récompense. Le Graal pour toute entreprise.
Cette petite région qui se trouve dans notre système limbique fait partie du circuit de la récompense. C'est le noyau accumbens. Il contient les neurones de la dopamine. La dopamine, c'est la molécule du bien-être. Elle se libère par exemple pendant l'acte sexuel. Elle se libère avec la cocaïne et avec d'autres expériences qui procurent du plaisir. Donc juste en regardant un produit, on peut activer la même partie du cerveau qu'en prenant de la drogue par exemple? C'est exact. C'est le circuit de la récompense, la zone du plaisir. C'est pour ça qu'on les achète autant. L'avenir que vous prépare le neuromarketing ressemblerait donc à ça. Voilà en gros ce qui pourrait bientôt se passer dans votre... Ça donne envie, non? Sur votre site internet, il y a beaucoup de clients et il y a McDonald's. Oui, nous travaillons pour un grand nombre d'entreprises, pour un grand nombre de produits, sur un très grand nombre de questions. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites pour cette entreprise? Oui, nous avons bien sûr des accords de confidentialité, comme toutes les sociétés d'études de marché. Ok, on doit arrêter maintenant. Tenu par un accord de confidentialité, Gemma Calvert refuse de nous parler de McDonald's. Mais un autre chercheur va nous en apprendre beaucoup plus. Il nous donne rendez-vous à l'université d'Oxford, en Angleterre, au département psychologie expérimentale. Et lorsqu'on pousse la porte de son laboratoire, on découvre ça. Non, en fait, on découvre ça. Un professeur spécialiste de neuromarketing qui a participé à l'étude pour le géant du fast-food. Avant son interview, Charles Spence dit refuser de citer McDonald's face caméra. Mais tendez bien l'oreille et concentrez-vous. Il est un peu gêné, mais son propos est très instructif. J'ai été impliqué dans un projet pour une chaîne de hamburgers qui voulait lancer une odeur artificielle pour diffuser dans leur restaurant. Donc ils ont financé des recherches pour savoir si l'IRM pouvait aider à choisir entre plusieurs odeurs. Le but était de détecter une augmentation du sang dans la partie du cerveau correspondant au goût et au circuit de la récompense quand une odeur était associée à une image de McDonald's. Donc vous avez montré le logo de McDonald's et fait sentir l'odeur. Pour la chaîne de hamburgers, je n'ai pas dit laquelle. Vous avez dit McDonald's? Non, je ne l'ai pas dit. C'est vous? Non, non. J'ai dit une chaîne de hamburgers. Ok, vérifions. Une image de McDonald's. Une image de McDonald's. Quelle était la question déjà? Le chercheur nous apprend que les cerveaux scannés étaient principalement ceux de femmes, mères de 2 enfants. Les enfants, vous vous souvenez? L'une des cibles principales de McDonald's. Un peu plus tard, alors qu'il ne sait pas qu'il est filmé, Charles Spence nous met entre les mains les preuves que nous cherchons. Les voici. Les flacons des odeurs artificielles de McDonald's. C'est une des odeurs de McDonald's. Effectivement. Ça sent bon. C'est pour diffuser sur les produits? Non, dans les restaurants. En voici une autre. Ça ne sent pas le hamburger. Exactement. C'est fruité et floral. C'est pour se positionner en marque saine. Ces pratiques sont aujourd'hui totalement cachées aux consommateurs. Et c'est ce que dénonce l'organisation américaine de consommateurs, Commercial Alert. Jeffrey Chester la représente. Nous lui montrons ce témoignage. McDonald's, en testant ses produits pour savoir s'ils augmentent l'activité du sang dans le cerveau, ne donne aucune chance aux consommateurs. Ils n'ont aucun choix. Le consommateur est aujourd'hui influencé par de multiples campagnes de neuromarketing.
qui soulève la question: comment va-t-on continuer à pouvoir agir de manière indépendante? McDonald's refuse toujours de nous répondre. Alors nous partons à sa rencontre à l'occasion de cette conférence. Osons la France. Le forum des entreprises qui osent. Le dirigeant de McDonald's France est bien là. Tous, évidemment. Et avec Monsieur Petit. Il prend la parole. Monsieur Petit est le directeur de McDonald's France. Et exécutif vice-président de McDonald's Europe. Tout à fait. Ça tombe bien, c'est ouvert à la presse. Oui, oui, c'est nous là-bas. De McDonald's après les États-Unis. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai démarré pour McDonald's en 1985. Il y avait 17 restaurants. Et donc la France, qui représente environ 4 milliards 200 millions de chiffre d'affaires, non seulement en effet est devenue en quelques années le deuxième contributeur après les États-Unis aux résultats de McDonald's, mais pour le faire, il faut savoir aussi oser, c'est-à-dire quelquefois, il vaut mieux s'excuser que demander la permission, ça va plus vite, surtout dans les grands groupes internationaux. Merci beaucoup. À l'issue de son intervention, nous le questionnons. Merci beaucoup, Jean-Pierre Petit. Bonjour Monsieur Petit, Élise Lucet, France 2. On vous a envoyé plusieurs demandes d'interview et comme on n'a pas eu de réponse, du coup je prends le slogan « Osons les questions ». Je viens. Est-ce que vous avez osé, vous, utiliser des techniques de neuromarketing dans le groupe McDonald's? Non. Vous n'avez pas fait de neuromarketing? Non, je vous réponds non. Nous n'utilisons pas cette technique-là. Parce que nous, on a des informations qui sont très claires et qui disent que vous avez placé des mères de famille dans des IRM en Grande-Bretagne, notamment pour tester une odeur que vous pourriez mettre dans les magasins McDonald's. Donc nous, on sait que oui, que vous l'avez fait. Je ne sais pas ce qu'ils font en Angleterre, donc je ne m'occupe pas personnellement d'Angleterre. Ce que vous me dites m'étonne beaucoup parce que je ne vois pas très bien d'abord quel est l'intérêt. C'est-à-dire fabriquer des odeurs artificielles. Oui, absolument. C'est exactement ça. C'est exactement ce qui a été fait. Je ne pense pas que c'était fait en Angleterre, ça mais a été fait, je vous confirme. Il faudra me le prouver. Mais je peux vous le prouver. Je serai très prêt. Donc ça a été fait par l'intermédiaire d'une entreprise qui s'appelle Neurosense. Et puis il y a un professeur à Oxford qui s'appelle Charles Spence, professeur à Oxford impliqué dans la recherche, qui nous l'a confirmé, qui nous a donné des documents. C'est le professeur, donc apportez-moi les éléments me permettant de le prouver. Je ne le pense pas. Est-ce que ça vous choque qu'on place des clients, des mères de famille, donc des clients dans des IRM Ça me choque beaucoup. Pour voir ce qui se passe dans leur cerveau Ça me choque beaucoup parce que ce n'est pas la manière dont travaille ce groupe. Alors la réponse de votre question, au risque de vous contrarier. Ah non, pas du tout, au contraire. Non, votre réponse nous va très bien. Elle est formellement non. Ah non, mais moi je n'en doute pas du tout. Nous, on en est oui, mais pour l'instant, c'est juste un professeur qui vous a donné une information. Non, on en est absolument certain. D'ailleurs, vous voyez, Neurosense, qui est la société qui a mené ces IRM, ils vous mettent sur leur site d'accueil, vous êtes vraiment cité là. Donc, vous voyez, ils disent que vous êtes client. Je ne suis pas... c'est très bien. Je suppose, madame, que cette interview est terminée. Je vous prie de vous arrêter. Monsieur, on a une enquête de 6 mois. Eh bien, apportez-moi votre enquête de 6 mois. Je vais prendre rendez-vous. Et vous accepterez une interview? Bien entendu. D'accord. Apportez-moi votre enquête de 6 mois. J'accepterai une interview pour répondre dans le détail. Non, mais à l'heure actuelle, je réponds bien précisément. Ces mesures ne sont pas faites en France. Jean-Pierre Petit ne serait donc pas au courant des études commandées par son groupe. C'est une des odeurs de McDonald's. Quand une odeur était associée à une image de McDonald's. Ça a été diffusé dans certains restaurants en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne. À la suite de cette rencontre, la direction de France Télévisions et nous-mêmes recevons un courrier recommandé de l'entreprise. Il affirme que nos informations n'ont aucune réalité et nous menace de poursuites judiciaires si elles sont diffusées. Mais quelques jours plus tard, McDonald's accepte soudainement une interview. La direction nous donne rendez-vous dans un grand hôtel au centre de Paris. Pour nous répondre, Pierre Worzek, responsable européen de la stratégie de la marque. Selon nos informations, c'est lui qui a suivi l'étude pour McDonald's. Est-ce qu'à un moment, ce groupe a eu recours au neuromarketing? Alors, en 2006, on a eu un problème que nous soulevait le consommateur, où il nous disait qu'on avait un problème d'odeur dans nos restaurants. Donc c'est vrai, nous avons réfléchi comment trouver une odeur qui puisse régler ce problème et qui ne soit pas une odeur alimentaire. Donc on avait décidé de chercher une odeur qui puisse aller avec la marque McDo. D'accord. Est-ce qu'il y a eu, oui ou non, utilisation du neuromarketing? Dans ce process, il y avait un tout nouveau système qui arrivait et qui devait permettre de voir si l'odeur correspondait à la marque McDo. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé après. Ce qui s'est passé après, c'est rien. Donc, c'est important de savoir ce qui s'est passé pendant. Attendez, on ne va pas déjà après. Pendant, vous avez donc placé des femmes dans des IRM. On a placé des mères de famille
avec l'odeur et avec les images de la marque pour voir si les deux matchaient. Dans des IRM. Voilà. Et on est bien d'accord, hein? On vous suit, oui. d'accord? Non, mais vous êtes bien d'accord. Je veux qu'on soit sûr qu'on est bien d'accord. On est d'accord qu'on a fait une étude oui. qui confrontait simplement une odeur à une image McDo pour savoir si ça correspondait. Est-ce que vous pouvez me dire, oui ou non, si en 2006, par l'intermédiaire de cette société Neurosense, des mères de famille ont été placées, oui ou non, dans des IRM pour tester des odeurs et des images de McDo? Ils ont été placés pour tester des odeurs de McDo. Dans des IRM? Certaines étaient placées dans des IRM. Merci, Monsieur Worzek, de le reconnaître. Donc vous vous dites, vous, que ça n'a abouti à rien? Non, ça n'a pas abouti du tout. On a testé les 3 odeurs dans les restaurants. Les consommateurs disaient qu'ils ne remarquaient rien et on a arrêté. Donc ça n'est pas sorti. D'accord. Je vais vous dire pourquoi même les choses ont été arrêtées. D'abord, non seulement le consommateur ne le remarquait pas, mais parce que nous ne voulions pas le faire passer, parce que pour une odeur, quand vous faites passer une odeur, comme dans beaucoup de lieux, beaucoup de lieux le font se passer par l'air conditionné. Oui. Nous ne voulions pas, pour des raisons d'hygiène, le faire. Les informations que nous avons, c'est que ça a été passé plutôt dans les produits d'hygiène. Exactement. Nous voulions le faire, au lieu d'avoir cette odeur un peu chimique, de le faire dans les produits d'hygiène. Et ça s'est révélé impossible parce que ça impliquait que les entreprises qui faisaient les produits d'hygiène changent radicalement leur process, donc nous avons abandonné. Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui? Si vous me demandez ce que je pense du Neurosense... Oui, c'est une manière de vous le demander. Non, oui. Je vais vous demander si j'ai des regrets. Non, vous me dites, est-ce qu'à ce moment-là, on a pensé que ça pouvait être mal? Pas une personne a pensé que c'était mal. Ça vous choque? Aujourd'hui? Le neuromarketing? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je ne le ferai pas. Maintenant, à l'époque, les gens qui ont fait ça n'ont pas considéré qu'ils faisaient quelque chose de mal. Ni vous. Quand on a fait l'étude, quand j'ai vu le résultat, le fait de mettre une odeur par rapport à une marque et de savoir si c'était grave, en plaçant je des n'ai gens pas dans considéré. Des IRM, hein, toujours. À l'époque, ce qui est choquant, c'est ça. Je l'ai vu, ça m'a énormément surpris. D'accord, je trouvais ça surprenant. Est-ce que je me suis dit qu'il y a eu un énorme problème d'éthique à ce moment-là? Non. Si je vous comprends bien, Monsieur Worzek, ça veut bien dire que là, à cette table, vous vous engagez à ce que McDo n'utilise plus jamais de technique de neuromarketing. On est bien d'accord? Tout à fait. En tout cas, tant que je suis là, je vous le dis comme ça, monsieur, oui. Aujourd'hui, les sociétés spécialisées en neuromarketing se multiplient. Voici le clip de promotion de la plus connue d'entre elles. Elle est basée en Californie. C'est Neurofocus. Nous souhaitons interviewer les dirigeants, mais ils refusent de nous parler. Alors, comme on est dans le coin, on sonne à leur porte, avec une caméra cachée sous le bras. Pardon, mais on ne travaille pas de cette manière. On ne peut pas vous recevoir si vous vous présentez comme ça, simplement à notre porte. Mais vous nous avez dit de ne pas vouloir parler à la télé française. Non, ce n'est pas ça, nous sommes juste trop occupés. Est-ce que c'est vrai que vous travaillez sur le subconscient des gens? Oui, absolument, c'est ce que nous faisons. Nous testons les réponses inconscientes pour les stimuler. C'est la nature de notre travail. On travaille pour Hewlett-Packard, Google, Microsoft. Mais je ne peux vous parler que des entreprises qui nous autorisent à le faire. Écoutez-moi, je suis très occupé. Je vous ai expliqué notre position. Je ne peux pas vous accorder plus de temps, désolé. Le voilà donc, le monde du neuromarketing. Des tas de gens qui mesurent notre subconscient, mais refusent de s'exprimer. Et pourtant, c'est très sérieux. Neurofocus s'est même associé à Eric Kandel, prix Nobel de médecine. La crise vide le porte-monnaie des consommateurs, mais les entreprises, elles, ne veulent pas voir leurs ventes baisser. Encouragées par leur service marketing, elles font donc appel à ces sociétés. Dans le plus grand secret, elles scrutent le cerveau de leurs clients pour jouer sur leurs émotions, leurs pulsions, leur subconscient. Le but, les pousser à acheter toujours plus. Pas très éthique, ces techniques.
Cela explique sans doute pourquoi les entreprises qui les utilisent ont tant de mal à nous parler. Mais un consultant en neuromarketing nous ouvre les portes de ces formations. Ce Français s'est installé sur la côte ouest américaine, où il a créé sa société, SalesBrain. Comprendre, vendre au cerveau. Ses clients, ce jour-là, des entrepreneurs de l'Oregon. Certains sont des restaurateurs, d'autres vendent du matériel agricole ou même des lave-linges. Good morning. What if you... Et si je vous disais qu'il y a dans le cerveau des consommateurs un bouton d'achat? Et si je vous apprenais comment pousser ce bouton d'achat? Et si cela ne prenait que 2 heures de votre temps ce matin? Patrick Renvoisé ne propose pas d'études en IRM. Sa société a créé une méthode qui adapte les connaissances en neurosciences aux techniques de vente. Devinez quoi? La partie de notre cerveau qui réfléchit influence notre décision, mais ce n'est pas elle qui la déclenche. Ce n'est pas le boss. La partie du cerveau qui déclenche notre décision s'appelle le cerveau reptilien. Elle se trouve ici, entre les 2 hémisphères. Vous comprenez? On décide au même niveau qu'un crocodile, qu'un reptile. Exercice à l'appui, Patrick Renvoisé apprend à ses clients à toucher les instincts primaires pour provoquer l'acte d'achat. Le cerveau reptilien est le royaume de la douleur et de la peur, le royaume du subconscient. Donc, si vous voulez réussir, vous ne devez pas vous arrêter aux besoins des consommateurs, à ce qu'ils souhaitent. Mais vous devez creuser profondément pour trouver leur douleur et développer un business qui réponde à cette douleur. 4 heures de formation suffisent à convaincre les entrepreneurs américains. C'est flippant. C'est flippant de se dire que quelqu'un qui maîtrise ces techniques peut me pousser à faire quelque chose en les utilisant. Mais vous voulez quand même les utiliser? Oui, absolument. C'est le business. C'est sûr, certains pourraient dire que c'est de la manipulation. Mais c'est ce qui conduit notre monde. Il y a toujours un danger, effectivement, de manipuler les gens dans cette prise de décision. Mais d'un autre côté, quand le modèle de cette prise de décision est public, c'est aussi la responsabilité du consommateur d'aller comprendre ce que font toutes les entreprises qui essayent de leur vendre des choses. Maintenant, je veux que vous regardiez ce petit objet. Vos yeux deviennent lourds. Mais peut-on en prendre conscience quand on parle directement, très lourd, à notre cerveau reptilien? La vie de Patrick Renvoisé, ce sont des déplacements aux 4 coins du monde pour évangéliser les âmes au neuromarketing. Depuis quelques années, il se rend régulièrement en France à la demande de grandes entreprises. Nous le retrouvons à Nice, quelques heures avant son intervention pour un grand groupe français. Mais cette fois, nous ne pouvons pas y assister. Votre client ne souhaite pas en parler? Non, mon client ne souhaite pas en parler parce qu'encore une fois, le neuromarketing en France, c'est un peu un sujet tabou. En France, les gens confondent très souvent la conviction avec la manipulation. Attention, l'argumentation qui suit n'est pas simple à comprendre. Donc il faut arriver à discerner le moment où vous allez pousser un petit peu votre value proposition pour dire que votre verre, il est plus qu'à moitié plein. Si votre verre il est à moitié plein, il ne faut pas dire qu'il est plus qu'à moitié plein, il faut dire qu'il est à moitié plein. Mais il faut surtout faire comprendre à votre client que votre verre il n'est pas à moitié vide. Vous êtes largué? C'est normal, nous aussi. Il faut faire croire au client que le verre est à moitié plein quand il est à moitié vide. Ça c'est la vente. C'est la vente normale, mais les Français, il y a ce sujet tabou. Là-dedans alors. Et le neuromarketing, ça vous aide à faire comprendre à votre client que si votre verre il est à moitié vide, eh bien en fait il est à moitié plein. Patrick Renvoisé refuse de nous donner le nom de son client d'aujourd'hui. Mais on se dit qu'une entreprise qui sensibilise ses vendeurs au neuromarketing, ce n'est pas anodin. Alors on cherche, dans Nice.
Et c'est ainsi qu'on trouve, dans un grand hôtel du centre-ville, un rassemblement de 230 commerciaux. Ils assistent à la conférence de Patrick Renvoisé. Leur employeur, la banque Arkea, une filiale du Crédit Mutuel. Le métier de ces banquiers, vendre des produits financiers aux entreprises, mais aussi aux institutions publiques, comme votre commune ou des organismes de santé. D'accord ? Parce que là, vous déclenchez immédiatement le sentiment de culpabilité. Le slogan d'Arkea, c'est la banque à visage humain. Que vient faire le neuromarketing dans tout ça? Avec une caméra cachée, nous interrogeons les commerciaux à la sortie de la conférence. Je veux savoir ce que vous avez appris ce matin et ce que ça vous a apporté. Vraiment, ce que je retiens de ce matin, moi, c'est le cerveau reptilien. C'est de dire que l'acte d'achat est relié effectivement à cet instinct pascal et pas au côté rationnel. Ce qu'il a essayé de nous montrer, c'est d'avoir une démarche plus en amont. Vraiment de comprendre ce que voudrait le cerveau. Ou alors la peur qu'il a ou ce qui, entre guillemets, ce qui l'attend. Sans le savoir. Est-ce que vous pensez que les applications peuvent être tendancieuses? Forcément, puisqu'on touche un peu à la manipulation. Donc ça peut être le cas. Parce que c'est la bonne technique, parce qu'effectivement, ce qui est applicable pour la finance est applicable aussi pour d'autres produits. Vous vendez quel type de produit? Tout ce que vend un banquier. Donc, financement, l'assurance, du crédit, des flux bancaires, voilà, tout ce que vend une banque. Moi, j'ai beaucoup apprécié. D'accord. C'est un gars qui est sympa. Merci beaucoup. Au revoir. Nous sommes sans doute naïfs, car pour nous, le Crédit Mutuel, quatrième banque préférée des Français, c'est plutôt ça. Mais figure-toi que le Père Noël n'existe pas. Qu'est-ce que tu me fais là? Mais parce que tu rêves. Non mais tu crois quand même pas qu'il te vend des produits financiers juste parce qu'ils sont bons pour toi? Eh ben si. Crédit Mutuel, plus que jamais, la banque à qui parler. Le Crédit Mutuel, c'est la banque à qui parler, mais apparemment pas la banque à interviewer. Elle refuse de s'exprimer, en nous précisant par courriel: cette conférence avait pour unique but d'ouvrir l'esprit sur un sujet qui peut intéresser les commerciaux, et nous ne voyons pas où il y a un problème d'éthique. Alors nous contactons un responsable par téléphone. Et là, les choses sont beaucoup plus claires. Je pense que ça risque d'être contre-productif pour nous d'apparaître comme on forme nos forces de vente du neuromarketing pour mieux rentrer dans le cerveau de nos clients. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi c'est le cas? Quand on fait du neuromarketing, vous voyez que c'est pour toucher d'une manière plus subliminale, si je puis dire, la personne qui est en face de vous. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours fasciné par... On peut manipuler quand même les gens jusqu'à une certaine limite, mais par justement la manière dont on est, la manière dont on parle, la manière dont... Pour exactement la même chose. Mais le produit, lui, change pas, par contre. C'est juste la façon dont on s'adresse aux clients. C'est tout le principe du neuromarketing. En France, un philosophe qui s'intéresse aux dérives de la société de consommation s'insurge contre cette utilisation des neurosciences à des fins purement commerciales. À partir du moment où les neurosciences arrivent, eh bien, qu'est-ce qu'elles permettent de faire? Elles permettent d'intervenir directement sur les couches pulsionnelles du cerveau. Je reçois un coup, je le rends. Ça, c'est le niveau du cerveau reptilien. Ce que fait le neuromarketing aujourd'hui, c'est d'exploiter les réactions immédiates. Parce qu'évidemment, elles sont extrêmement manipulables. Quand on sait les exploiter directement, peuvent être manipulées de manière quasiment comme des automates. Vous appuyez sur un bouton, ça produit une réaction. Et ça, c'est extrêmement grave. En principe, notre pays a fixé des limites à ces pratiques. Les expériences de marketing en IRM sont interdites par la loi. C'est une particularité française. Le Code de la santé publique et le Code civil exigent qu'une expérimentation sur un être humain ait un but scientifique ou médical. C'est donc clair, l'imagerie cérébrale à des fins commerciales est illégale en France. Mais vous allez le découvrir, certaines entreprises françaises ont trouvé une parade à la loi. Ce jour-là, l'université La Sorbonne Nouvelle organise une conférence sur cette pratique interdite en France. Sur la liste de présence, de grandes banques,
une multinationale de l'eau et un géant français de la téléphonie. Ils sont aussi nombreux car un spécialiste des études marketing en IRM a fait spécialement le déplacement depuis la Belgique, car là-bas, c'est autorisé. Il s'appelle Arnaud Petre. Eh bien, il y a des modifications fonctionnelles à long terme dans votre cerveau. Alors, quels sont les clients finaux? Moi, je vous dis, je travaille pour des sociétés d'études de marché, mais les clients finaux, c'est des grandes sociétés. En fin d'intervention devant notre caméra, Arnaud Petre révèle rapidement la liste de ses clients. SFR, la MAF, Cartier, et même une entreprise publique que vous connaissez bien, la SNCF. Arnaud Petre refuse de nous parler de ce client. Accord de confidentialité, encore une fois. Mais pourquoi la SNCF fait-elle du neuromarketing? Nous retrouvons l'une des personnes impliquées dans l'étude, un intermédiaire entre l'entreprise publique et la société belge d'Arnaud Petre. Il accepte de nous décrire l'expérimentation à condition de rester anonyme. Ce qu'a testé la SNCF sur le cerveau de ses clients, c'est son site internet de vente de billets. La SNCF est des cibles ma cible prioritaire, ou bien plusieurs cibles prioritaires. Et là, il faut venir des utilisateurs du site de la SNCF, et ils vont surfer, chercher un billet de train pour aller de Paris à Bruxelles, de Paris à Lille. Et on vous dit voilà, merci de vous inscrire pour acheter un billet de train en ligne. D'accord. Et bien à ce moment-là, on va évaluer la difficulté. En fait, vous faites acheter un billet de train depuis l'IRM à un participant. Voilà. Et puis alors, on va tester différentes versions. Sur l'ordinateur, en haut à droite, les pages du site internet testé, et au centre, les images des cerveaux scannés avec en couleur les zones qui s'activent pendant l'expérience. Là, vous vérifiez quelle page web active le plus le circuit de la récompense. Donc voilà, là on voit que c'est la SNCF a par exemple demandé de tester une page avec en image de fond des sapins, puis sans sapin. On a eu de l'activation des odeurs parce qu'il y a des sapins et donc on avait dans le cerveau odorant, enfin dans le cerveau qui perçoit les odeurs, ça s'appelle le cortex olfactif, on avait l'activation. Donc quelque part pour l'imaginaire c'est bien, c'est-à-dire que ça sent un peu le sapin. Or si là en dessus tu as le truc Strasbourg pour les fêtes de Noël, c'est sûr que si en plus ça déclenche dans ton imaginaire cette odeur de fête de Noël, machin, c'est mieux, ça tangibilise. Ça donne envie d'aller à Strasbourg. Voilà, c'est tout. Après, eux, évidemment, leur objectif, c'est que les gens puissent acheter le plus facilement, qu'ils ne se découragent pas et qu'ils trouvent vite l'information qu'ils veulent. Ah, il est bien loin, le temps du bon vieux chemin de fer. Le temps où les trains avançaient au rythme de leur chaudière à vapeur. Le temps où vous achetiez votre billet à un guichetier, en chair et en os. Aujourd'hui, tout s'accélère à la SNCF. Désormais, 60 millions de billets de train sont vendus chaque année depuis voyagesncf.com. Ce site internet qui s'intéresse de très très près à votre cerveau, c'est aussi la première agence de voyage en ligne française. Et ça, la SNCF a visiblement très envie que ça vous rentre dans le crâne. Nous avons la solution. Billets d'avion, location de voiture, voyagesncf.com, c'est bien plus que des billets de train. Ça finira bien par rentrer. voyagesncf.com, plus loin que vous ne l'imaginez. Nous demandons une interview au patron de SNCF Voyage, Yves Tirode. Bonjour. Pour savoir si là, il n'était pas allé un peu trop loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le genre d'études que vous menez et comment vous les menez, justement pour savoir ce qui plaît et ce qui ne plaît pas. D'abord, on interroge les différentes cibles de clientèle que nous avons. Parce que bon, voyagesncf.com, c'est un site un peu particulier, parce que c'est un peu le site de tous les Français. On est quand même un site qui est visité par de l'ordre de 80% des internautes français. En tout cas, vous aimeriez bien être dans la tête du consommateur pour savoir exactement ce qu'il pense au moment où il consulte votre site. Ah, ça, bien sûr. Est-ce que vous pratiquez des techniques de neuromarketing? Alors, ça nous est arrivé d'en faire, oui. Ah, ça vous est arrivé d'en faire? Oui. Et comment les avez-vous faites? Racontez-moi. Bon, il y a plusieurs... En fait, ce qu'on veut savoir, c'est spontanément, quand on fait une évolution de notre site, si le cerveau du consommateur va réagir de manière positive ou pas. Donc vous avez fait du neuromarketing en plaçant certains de vos clients dans des IRM pour voir la réaction de leur cerveau. On est bien d'accord? J'ai du mal à exprimer. Nous savons que cette technologie existe. Oui. Ce n'est pas une technologie que nous utilisons chez voyagesncf.com. Vous ne l'avez jamais utilisée? Non. Vous êtes sûr? Pourquoi vous me posez cette question? Je vous demande, je vous pose la question.
Non, je ne crois pas, non. Vous ne l'avez pas utilisé en France? Non. Vous ne l'avez pas utilisé en Belgique? Alors en Belgique, peut-être sur notre site. Nous, on a la preuve que vous l'avez utilisé en Belgique et que vous avez fait passer des IRM à des clients. Vous voyez, c'est écrit là-dessus. Voilà, on voit les documents, là, c'est écrit SNCF. Et donc, on voit bien que la SNCF a pratiqué du neuromarketing et a placé des clients dans un IRM pour son site. Bon, attendez, il y a plusieurs choses. Ces technologies-là existent. Oui. La question que vous me posez, c'est est-ce que nous faisons appel à ces technologies-là de manière massive? Ma réponse, elle est non. Non, mais même le pas fait de qu'on manière Non, mais le fait massive, qu'on l'ait utilisé d'une manière, je dirais, à titre expérimental une fois, c'est possible. Enfin, là, il y a la preuve que vous avez bien fait du neuromarketing en plaçant des gens dans des IRM en Belgique pour voir quelles étaient leurs réactions par rapport à votre site. On est d'accord? C'est pas impossible qu'on ait fait un test dans le cadre d'une expérience un jour, mais en aucun cas, nous souhaitons généraliser ces méthodes-là. Pourquoi l'avez-vous fait? Pourquoi l'avez-vous fait? Écoutez, on l'a fait parce que aujourd'hui tout le monde le fait et maintenant on a décidé de ne pas le généraliser. Tout le monde le fait, je crois pas, hein, c'est complètement illégal en France. Article 16-14 du Code civil, je vous le cite, les techniques cérébrales ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou dans le cadre d'expertise judiciaire. On n'est ni là à des fins médicales ou dans le cadre d'expertise judiciaire. C'est pour ça qu'on ne le fait plus. C'est tabou en France de parler ça, c'est illégal, on a dit, mais est-ce que c'est tabou? Je ne sais pas dire, c'est la première fois que quelqu'un m'en parle. Vous voulez dire qu'un journaliste vous en parle? Parce que pour avoir lancé ça, quelqu'un a dû vous en parler. Non, bien sûr, mais c'est quelque chose de extrême. Encore une fois, c'est extrêmement marginal. Je ne voudrais pas que l'ensemble des auditeurs pensent que c'est quelque chose qui est généralisé. Non. Ce n'est pas le cas. Et en tout cas, ce n'est pas le cas chez moi. Mais ma question, c'était est-ce que c'est tabou? Je ne sais pas vous le dire. Je ne sais pas vous le dire. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous le dire. Bon. D'accord. Je vous remercie. Si la SNCF va en Belgique pour mener ses expériences, d'autres profitent de recherches scientifiques bien légales pour réaliser de telles études en France. Retour à la conférence de la Sorbonne Nouvelle. À l'issue de la journée, un responsable d'une marque de cosmétiques française s'entretient avec le spécialiste belge du neuromarketing, Arnaud Petre. Cet homme travaille pour L'Oréal. Avec une caméra discrète, nous cherchons à en savoir plus. Ça m'intéressait de savoir si vous étiez déjà engagé dans ce type de démarche, d'aller mettre des patients dans des... D'accord. Et est-ce que c'est le but d'une entreprise comme L'Oréal de mettre des personnes dans des IRM pour savoir si leur cerveau réagit bien par rapport à une odeur, à un nouveau produit, à une pub? C'est pas ce que j'ai dit. Vous ne pensez pas que L'Oréal n'est pas aujourd'hui au stade où ils vont chercher à tester des produits sur des consommateurs en IRM? Aujourd'hui, on ne le fait pas. Vous ne le faites pas, d'accord. Mais ça vous intéresse? Ça peut être une... Ça m'intéresse au plus haut point. Au plus haut point, d'accord. En fait, il ne nous dit pas exactement la vérité. La preuve sur ce site internet de L'Oréal. Il raconte une expérience menée par des chercheurs de l'entreprise en IRM. Elle révèle que mettre une crème sur la peau active les zones de l'émotion dans le cerveau. Nous sollicitons L'Oréal pour une interview et, vous n'allez pas le croire, l'entreprise refuse de nous recevoir. Par courriel, elle affirme qu'elle a réalisé ses recherches uniquement à des fins de connaissances scientifiques, permises par la loi. Mais par téléphone, ses intentions sont nettement différentes. L'IRM, on l'utilise dans nos laboratoires de recherche pour regarder l'émotion suscitée par un toucher, une odeur, etc. Que ce soit une crème ou que ce soit sur un parfum, on va trouver donc, dans le cas du désir, un certain nombre de molécules, par exemple, qui stimulent ces zones du cerveau qui correspondent au désir. C'est plutôt là qu'on va aller chercher quand on va essayer de faire des produits pour lesquels on veut une certaine addiction. Mais vous le faites sur des produits qui sont déjà conçus ou des produits en conception? Non, des produits en conception. Rien à voir avec une crème classique, regardez. Non, rien à voir avec une crème classique. Regardez. Nous nous sommes procuré un document qui décrit les finalités des expérimentations de L'Oréal. C'est un brevet d'invention déposé par l'entreprise pour s'approprier cette méthode de recherche. Il affirme « l'IRM peut être utilisé pour aider à la formulation ou à la sélection d'un produit cosmétique ».
Le document précise, il pourra être fait mention de ces études dans les publicités. Il s'agit donc bien là d'un but commercial, en principe contraire à la loi. Pourtant, l'expérimentation a été menée dans le centre de recherche d'un hôpital public, au sud de Paris. L'Oréal y a conduit des études à 3 reprises, la dernière en 2008. Et sur le brevet, nous découvrons que le co-inventeur de cette méthode est Yves Burneau, un chercheur de l'INSERM, l'Institut national de santé et de recherche médicale. Que vient faire un chercheur du secteur public dans cette étude? Selon nos informations, vous avez participé, et assez longuement participé d'ailleurs, à un programme de recherche avec L'Oréal. C'est exact, donc j'ai participé à un programme de recherche avec L'Oréal sur la connaissance fondamentale, justement, de l'effet des molécules odorantes sur le cerveau. Mais il y a un problème parce que ces entreprises, elles n'ont pas vraiment le droit en France. Ce qui est interdit, il faut bien distinguer justement 2 choses. Ce qu'on va appeler le neuromarketing, qui veut dire on va regarder dans le cerveau des gens pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Et ça n'a pas beaucoup de sens, de toute façon, sur le plan scientifique. Oui, mais alors là, ce qui est embêtant, c'est qu'ils nous disent le contraire. C'est qu'ils nous disent que grâce à ces expérimentations qui ont été menées en IRM avec vous, ils ont réintroduit notamment une molécule dans une crème qui est aujourd'hui commercialisée. Et donc, ça leur a fait gagner de l'argent. Peu importe leur raison. Peu importe oui ou non, quand même. Non, parce que le principal, c'est qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on trouve. En l'occurrence, vous apparaissez très clairement comme le co-inventeur dans ce brevet. Là, pour le coup, il y a votre nom ici. Hein, c'est un brevet qui a été déposé par L'Oréal. Donc, on voit clairement que c'est à but commercial. Les produits qui sont concernés, c'est des crèmes, des lotions, du maquillage. Alors là, on n'est pas du tout dans le domaine de la santé, on n'est pas du tout dans le domaine de la recherche fondamentale ni médicale. Écoutez, ils ont mis mon nom, mais ça ne correspond pas à la recherche qui est menée. Attendez, il y a un brevet déposé avec votre nom et vous nous dites que vous n'êtes pas au courant? Je ne suis absolument pas au courant de ce brevet. Nous proposons à Yves Burneau de prendre connaissance du document. Oui, je vous en prie, allez-y. Non, mais attendez, ça là, c'est contraire à la loi, ce qui est écrit là. Ce que ça veut dire, c'est que là, ça fait participer à une utilisation de l'IRM qui n'est pas conforme à la législation. Dans l'histoire, il y a des gens avec qui moi je suis en relation, qui est la recherche, d'accord ? Et puis derrière, il y a des gens qui font un peu n'importe quoi. Quand on voit ça, on est bien d'accord qu'eux, ils n'ont pas un but de recherche fondamental. C'est écrit noir sur blanc. Ce document est totalement contraire à la loi. D'accord, c'est écrit noir sur blanc, c'est pour faire du marketing. Oui, bon. On va essayer de la joindre pour essayer d'y voir plus clair avec eux. Avec Yves Burneau, nous passons un coup de fil à une responsable de L'Oréal. Il me montre un brevet donc, qui a été fait par L'Oréal, sur lequel il y a mon nom, disant que l'imagerie cérébrale va être utilisée à des fins de marketing. Oui, mais on peut déposer un brevet sans forcément l'avoir utilisé. C'est ça que je veux dire. Le brevet, on a plein de brevets qu'on n'utilise pas. À un moment, quand on fait une étude de recherche fondamentale, si on pense qu'un jour ça peut avoir une application, on brevette. Oui. Mais c'est pas pour autant qu'on l'utilise. Et c'est Élise Lucet, France 2, là. On est vraiment très embêtés, là, parce qu'on est avec Monsieur Burneau. On voit son nom associé sur un brevet. Si on pouvait se rencontrer et faire le clair là-dessus, ce serait bien. D'accord. Bah, écoutez, moi, je vais contacter l'équipe brevet et puis je vais leur proposer de vous rencontrer parce que... Bon, d'accord, ok. Ben, on attend votre coup de fil avec impatience. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. L'Oréal refusera finalement de nous accorder cette interview. L'entreprise précise qu'elle a reçu l'accord du ministère de la Santé pour cette expérience. Quant à l'exemplaire du brevet signé par Yves Burneau, nous l'avons vérifié. En effet, le chercheur n'a pas été informé des intentions commerciales de l'entreprise. C'est un peu la mode ces dernières années chez les industriels. Ils sont de plus en plus nombreux à courtiser des neuroscientifiques avec la petite musique des gros budgets de recherche. Mais parfois, le masque tombe et les scientifiques sont pris au piège. Au terme de notre enquête, nous nous rendons à Amsterdam pour le lancement du premier lobby du neuromarketing, l'association Neuromarketing, Science et Business. Tous les acteurs que nous avons rencontrés au cours de cette investigation sont réunis.
C'est pour ça que nous sommes là. Nous devons apprendre à travailler avec les scientifiques pour comprendre comment les gens prennent leurs décisions. Ils se retrouvent pour une réunion confidentielle. L'ordre du jour, faire accepter le neuromarketing à l'opinion publique. Nous sommes invités à sortir, mais comme ils veulent entrer dans notre cerveau, nous voulons rester dans leur conférence, en laissant tourner une petite caméra. Écoutez bien, toute la stratégie est là, en quelques mots. Mes clients me disent toujours que ce n'est pas éthique, toujours. Donc on a décidé de financer l'université et la recherche. Et on leur dit que la moitié de leur argent reviendra à l'université pour des recherches sur l'Alzheimer. Alors ils nous disent, OK. Les publications scientifiques, c'est sûr, vont nous aider. Les gens ne les lisent pas forcément. Mais ça va nous aider à populariser le neuromarketing. Comme parapluie, les publications vont nous être utiles. Consommateurs, n'ayez pas peur. Les spécialistes du neuromarketing travaillent pour vous, pour un monde meilleur. Un monde où les boîtes de hamburgers font des sourires à vos enfants, où les banquiers savent répondre à toutes vos angoisses, où des crèmes de beauté vous submergent de désir. Qu'importe le produit, demain, vous serez satisfait, simplement en ouvrant votre porte-monnaie.